Et on continue le Green Talk en live depuis le Palais Rameau à Lille pour journée E de BPI France. Et je suis ravie de continuer ce Green Talk avec une chercheuse et une professeure au Centre de recherche sur les inégalités sociales, notamment à Sciences Po Paris. Bonjour Mélusine Bonnefaleur. Bonjour. Alors justement, quel rôle, selon toi, nous allons parler d'éducation ensemble, quel rôle joue effectivement l'éducation sur la transition écologique et sociale aujourd'hui? Est-ce que tu penses que les formations, comment elles sont par rapport justement à ce partage, à ce savoir et peut-être à cette urgence d'agir? Oui, alors tout d'abord, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ont eu accès à un diplôme plus élevé, qui ont pu continuer leurs études supérieures, ont tendance à faire plus confiance aux scientifiques sur le climat et à plus croire au changement climatique. Donc il y a un effet direct de l'éducation sur la propension des gens à prendre en compte cette urgence. Et donc rien que pour ça, c'est très important d'avoir accès à l'éducation supérieure pour informer les gens, pour donner confiance dans la science et donc avoir plus de confiance dans le changement climatique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on voit aussi qu'au-delà du constat des problèmes, de l'urgence, eh bien, il y a de plus en plus de formations qui sont faites sur les solutions. Évidemment, aujourd'hui, la transition écologique, c'est pas seulement se rendre compte des problèmes, c'est aussi pouvoir concevoir des solutions. Et crise, mais justement, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Quelles sont les solutions pour atténuer ou adapter? Voilà, exactement. Et donc, au-delà de disciplines telles que la climatologie, la biodiversité, ce genre de choses qui nous permet vraiment de faire des constats sur les problèmes qu'on a à résoudre, il y a aussi de plus en plus de formations sur les solutions qu'on peut donner, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient plutôt des solutions d'ordre de politique publique, de sciences sociales, etc. Et donc aujourd'hui, c'est très important de continuer à développer ces formations pour pouvoir emmener la population, éduquer la population sur ces sujets pour qu'elle soit amène de concevoir des solutions aux problèmes climatiques. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire sur le fait de croire les scientifiques. Le GIEC, donc le groupe intergouvernemental effectivement sur l'évolution du climat, a été créé en 1988, près de 40 ans. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a on croit plus les scientifiques que ceux qui déjà nous alertaient depuis 1988? Alors je pense que c'est pas forcément qu'on les croyait moins avant, mais c'est qu'on avait moins accès au savoir. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ces 20 dernières années, il y a eu énormément de progrès sur la vulgarisation des questions climatiques et puis écologiques plus largement. Alors qu'il y a 20 ans, c'était très difficile de trouver des formations sur ces sujets. Aujourd'hui, la majeure partie des universités offre des cours sur ces sujets et puis évidemment dans le débat public, dans les médias, on en parle de plus en plus souvent. Et donc effectivement, il y a eu un décalage entre les découvertes scientifiques et puis la prise de conscience généralisée. Mais aujourd'hui, on a vraiment fait l'essentiel du chemin sur cette prise de conscience. La vaste majorité de la population a conscience du changement climatique, veut qu'il y ait le plus de solutions. Maintenant, le chemin qu'on doit prendre, c'est celui justement de l'éducation sur qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Et justement, selon toi, est-ce que les formations d'aujourd'hui, elles préparent suffisamment ces nouvelles générations aux défis du monde de demain? Alors, je peux parler de mon point de vue à Sciences Po, évidemment, surtout. à Sciences Po Paris. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'à Sciences Po, il y a de plus en plus de cours qui répondent à ces problématiques écologiques. Bien sûr, dans le collège universitaire, il y a un certain nombre de cours obligatoires sur ces questions. Il y a notamment le cours qui s'appelle Culture écologique, qui est obligatoire pour tous les étudiants de Sciences Po, pour vraiment leur donner une approche interdisciplinaire de la transition écologique pour qu'ils puissent s'approprier ces enjeux. Et puis au niveau master, il y a aussi énormément de cours, que ce soit dans le master d'urbanisme, dans le master d'affaires publiques, dans le master d'affaires internationales, etc. Chaque école, chaque département de Sciences Po a pu concevoir des cours qui répondent à ces enjeux et qui vont donner une autre approche de la transition écologique, qui vont aller au-delà des solutions peut-être plus technologiques, au-delà des diplômes d'ingénieurs qui sont évidemment très importants sur ces questions, mais qui vont aussi apporter une solution plutôt portée par les sciences sociales, donc que ce soit dans la conception de politiques publiques qui peuvent répondre à ces enjeux, que ce soit dans la conception de nouveaux modèles économiques qui sont capables de faire face aussi à la transition. Et puis généralement d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut créer un consensus, un mouvement citoyen autour de la transition écologique. Et justement, autour de cette transition, est-ce que vous voyez justement que les attentes, elles sont exponentielles? Est-ce que les jeunes sont de plus en plus concernés? Ils ont envie de plus en plus s'engager? Sont-ils de plus en plus conscients de se dire qu'en fait, ils ont aussi notre avenir, le leur et ceux des générations futures entre leurs mains?
Alors moi, évidemment, je suis très biaisée parce que comme je donne un cours de sciences cognitives et de transition écologique qui essaie de comprendre quels sont les freins à l'action et quels sont les leviers qu'on peut mettre en place, eh bien forcément, mes étudiants sont extrêmement motivés par ces questions. Connectés, voilà. Exactement. Et donc, moi, évidemment, dans mon petit monde, dans mon échantillon, j'ai l'impression que tous les étudiants sont passionnés par ça. Mais ce que je peux dire, c'est que plus globalement, ce que l'on peut observer, c'est premièrement, il y a une certaine forme, je dirais que c'est plus généralisé, que les étudiants savent que c'est un enjeu qu'ils vont devoir prendre en compte dans leur carrière. Même si ce n'est pas leur préoccupation première, même si ce n'est pas dans ce secteur-là vers lequel ils s'orientent, ils savent que c'est quelque chose avec lequel ils devraient composer. L'autre grand changement que l'on observe, c'est que là où il y a peut-être entre 5 ans ou 10 ans, c'était vraiment la question du climat. Aujourd'hui, on voit que je suis souvent surprise, agréablement surprise, à quel point mes étudiants ont une compréhension plus globale des crises écologiques et vont s'intéresser à d'autres problématiques comme la perte de biodiversité, la pollution des sols. Le monde vivant, voilà. Exactement, le monde du vivant. Et donc, la relation au vivant a vraiment changé. On voit que les élèves veulent vraiment prendre ça dans sa globalité. Et dernier point, je dirais, c'est la dimension plus sociale de la transition écologique, où je pense que pour les plus jeunes générations, ce lien entre inégalité et transition écologique a vraiment été fait. Et aujourd'hui, les étudiants s'attendent à une réponse qui, à la fois, va s'attaquer aux problèmes écologiques, mais aussi répondre à des grandes questions sociales, et en comprenant évidemment que certains des problèmes climatiques sont aussi des problèmes dus aux inégalités. Justement, selon toi, comment on peut rendre ces sciences sociales et politiques plus accessibles justement au grand public pour favoriser cette transformation collective? Oui, alors c'est une vraie question parce que les solutions les solutions pour la transition écologique ne sont pas uniquement d'ordre technique, elles le sont bien sûr, mais pas uniquement. Et donc on a besoin de comprendre quelles sont ces solutions à mettre en place dans la société. Comment est-ce qu'on peut créer des villes sans voiture qui soient à la fois égales, qui ne vont pas empirer certaines... Moins polluées en tout cas. Moins polluées, qui ne vont pas empirer les inégalités, etc. Tout ça, c'est des innovations plutôt d'ordre social. Et donc, comment est-ce qu'on diffuse ça à la population? Alors, bien sûr, les élèves, il y a de plus en plus d'offres de ces cours pour les étudiants, mais qui sont peut-être parfois trop concentrés dans certaines institutions. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de vulgarisateurs sur ces sujets. On voit sur les réseaux sociaux, on en a reçu dans le Green Talk. Hein. Voilà, exactement. Impact Story, exactement, comme Impact Story, etc. Je pense également à Bon Pote, un blog sur les enjeux écologiques qui parle beaucoup de cette dimension sociale du changement, des podcasts comme Chaleur humaine, créés par Le Monde, etc. Tout ça sont des ressources qui ont beaucoup de valeur, mais qu'il faut peut-être aussi étendre à d'autres publics. Et donc, aller trouver des initiatives, des émetteurs qui vont pouvoir s'adresser à d'autres publics. Je pense par exemple à des publics moins privilégiés ou moins centralisés dans les grandes villes. Il y a des initiatives telles que Banlieue Climat qui essaient justement d'aller chercher d'autres individus à qui on n'a pas forcément l'habitude de s'adresser sur ces questions. Et puis évidemment la grande question de la diversité politique dans ces engagements. Est-ce qu'on peut trouver des discours, des manières de parler de ces questions et de parler de ces questions à travers un prisme plus social qui va aussi s'adresser à des personnes qui ne vivent pas dans les grandes villes, qui vivent dans la ruralité, qui vont peut-être se situer plutôt à droite du spectre politique et qu'il faut évidemment embarquer sur ces questions. Et est-ce que vous avez, justement, vous nous conseilleriez de regarder quels médias, de lire quels livres, de suivre quelles personnes influentes sur ces questions-là? Alors, je vais commencer par les livres. Moi, un livre que je recommande souvent et que d'ailleurs je fais parfois, dont je donne certains chapitres à lire à mes étudiants, c'est un livre de science-fiction qui s'appelle Le Ministère du Futur, écrit par un romancier américain, Kim Stanley Robinson, et qui décrit le monde, je pense qu'il commence en 2034 où la crise climatique bat son plein et il imagine quelle est la réponse. Des eaux, sécheresse, incendie. Exactement, voilà. le livre problème commence de sécurité avec alimentaire, tout ça. Exactement, le livre commence avec une scène très très marquante d'une vague de chaleur qui fait des millions de morts en Inde et je pense que c'est la description la plus frappante qu'on peut imaginer de ces sujets. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est une manière de vulgariser tous les enjeux, que ce soit bien sûr les risques climatiques, les risques naturels des crises climatiques, mais aussi toute la réponse qu'on peut imaginer
d'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue international, d'un point de vue technologique. Et évidemment, tout ça dans un format plus digeste que les rapports du GIEC ou ce genre de choses, mais c'est un livre qui est scientifiquement très bien éclairé, et que donc je recommande beaucoup. Donc ça, c'est plutôt sur le volet peut-être un peu constat et à quoi va ressembler le monde, qui nous prend en tripes et nous fait prendre conscience des enjeux. On est tous connectés, tous interdépendants, et que voilà, exactement. En termes de climat, voilà, on est tous dans le même bateau. Voilà, on est tous dans le même bateau. Et l'autre livre que je recommande, alors lui, c'est plutôt sur les solutions. Il n'est pas directement lié aux enjeux climatiques, mais il est, je trouve, très pertinent aujourd'hui. C'est un livre qui a été écrit par Zdra Popovic, qui s'appelle « Comment renverser un dictateur quand on est petit, sans argent et sans armes ». Et c'est un livre où il retrace dans chaque chapitre toutes des méthodes de mobilisation citoyenne. Alors, dans ce cas-là, c'est plutôt à l'encontre de despotes politiques, mais qui donnent beaucoup d'espoir sur comment motiver une population autour d'un enjeu qui peut être très difficile, surtout face parfois soit à une répression dans le cas d'un dictateur, mais face à des injonctions qui peuvent être très contradictoires. Et donc moi, je trouve que c'est un formidable manuel de mobilisation et que je conseille souvent également à mes étudiants. Eh bien, peut-être pour vous aussi. Merci infiniment, Mélusine, d'avoir participé au Green Talk. Et merci pour ces conseils et ces tips. À bientôt. À bientôt.